Honnêtement, il y a énormément de réponses qui viennent en rationalisant rétrospectivement. Là, moi, je l'explique comme ça. Après, c'est juste que moi, j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais petit, et dans les BD, c'est pas cloisonné comme au cinéma. Et donc, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça me vient. Et j'aime bien l'idée que les films sont difficiles à cerner, parce que je trouve que c'est riche pour le spectateur. De perdre les clés au bout de 20 minutes, de plus savoir qui est le personnage principal. Enfin, moi, je trouve que c'est très enrichissant pour le spectateur de se faire un tout petit peu balader. Surtout que maintenant, alors je ne sais pas si c'était différent avant, mais il va y avoir des affiches, il va y avoir des bandes annonces, il va y avoir des résumés, il va y avoir des critiques. Donc il y a déjà énormément de choses qui vont être données aux spectateurs, et je trouve que plus le film se faufile entre plusieurs genres et joue de complexité, plus le spectateur a des chances d'être tout de même intéressé à l'arrivée, quoi. Bah oui, Belmondo, ça c'est sûr. Peur sur la ville, je l'ai tout à fait vu. Après, moi, c'est un cinéma avec lequel je suis assez à l'aise. Parce que je l'ai vu, parce que il y a eu beaucoup de navets aussi, mais il y avait tous les films d'Audiard comme ça, de seconde zone avec les jeux sur le langage. Ça a souvent été des choses qui me plaisaient beaucoup et qui m'amusaient quand j'étais môme, avant de devenir moins supportable en étant plus âgé. Et ça, du coup, ça ressort assez naturellement, ouais, assez facilement. Et après, ce qui est intéressant sur la question du polar, c'est que si vous êtes c'est de faire un polar où il n'y a pas les enjeux habituels du polar, en fait. Il n'y a pas de valise de billets, il n'y a pas de mitraillettes, il n'y a pas de prostituées. Il y a un truc comme ça où une fois que vous prenez la mécanique du polar et que vous la videz de beaucoup de choses qu'habituellement on y met, qui sont y compris des émotions qui sont la haine de la personne qu'on arrête, la vengeance parce que forcément il va tuer le meilleur ami du héros. Et une fois que vous enlevez tout ça, vous vous retrouvez avec juste une très jolie mécanique de recherche qui finalement ça commence à ressembler à du Feydeau, des portes qui claquent, qui est dans la pièce à côté. Et on s'aperçoit que le vaudeville et le film policier, ce qui les différencie, c'est souvent des problématiques d'émotion et d'enjeux. Il y a un truc, moi je crois que ce qui me plaisait bien avec les toits, c'est que est-ce qu'on a le droit d'aller sur les toits à Paris? C'est un truc qui n'est pas du tout résolu. Non, on n'a pas le droit. Ah, on n'a pas le droit. Je sais pas, c'est pas dur d'aller sur les toits à Paris, il suffit d'avoir une échelle, la plupart du temps. Est-ce que c'est légal ou pas en fait? Ouais, les Velux ils sont ouverts. C'est facile en fait de monter sur les toits, mais d'abord c'est dangereux, donc on le fait pas. Mais c'est pas. Enfin, jamais un flic va vous mettre un... D'abord, ils vont pas monter sur les toits pour vous chercher. Donc en fait, se faire une grande randonnée sur les toits à Paris pour passer d'un toit à l'autre, je suis pas sûr que ce soit ni très compliqué, ni véritablement totalement illégal ou totalement impossible. Et du coup, on est sur cette espèce de limite comme ça de... on le fait pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas le faire, mais... En fait, c'est pas clair. Et ça, moi, je trouvais que rien que comme ça, c'est intéressant. Mais tu vois, une fois, j'habitais un appartement très sur les toits, justement, à Paris. Vraiment en dessous des toits. Et je vois qu'il y a des travaux à côté sur les toits, à côté de chez moi. Et je demande ce qu'ils font. Ils commençaient à installer, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, avec les normes de sécurité, ça répond un petit peu en biais à ta question. Enfin, à cette question. C'est-à-dire, on ne savait pas. Ils mettaient des sécurités, c'est-à-dire ils étaient là pour mettre des barrières un peu, pour que les gens qui montent sur les toits soient sécurisés. Alors, dans une société qui est à la fois destructrice, cannibale, mangeuse d'hommes et tout, et en même temps qui sécurise, on ne sait pas pourquoi, un certain nombre de petites choses. Mais c'était curieux et ça en dit long sur le fait qu'on ne sait pas qui va aller sur les toits. Et puis après, avec les assurances et tout, le mec se dit si sur mon toit il y a quelqu'un qui tombe, ça va être moi le responsable. Quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est une belle question. Mais peut-être les territoires qui restent. Les toits de Paris sont d'abord très beaux. C'est ce qu'on voit dans le film. Ils sont gris et très beaux. Et le personnage principal, le personnage de Beffroi, lui, c'est comme si tout d'un coup il avait besoin personnellement de se confronter à l'art, à la question du goût, métaphoriquement la question de qui il est, alors que Swann et le voleur, lui, a un rapport exclusivement mercantile à l'art. Il sait combien ça vaut, il sait combien ça coûte, et c'est à ça que ça lui sert.
Moi j'aime bien qu'il n'y ait pas de justification psychologique forte, ça c'est une chose, et d'abord parce que je trouve que sinon c'est contraignant, et puis ça tend à justifier ou à expliquer, ce que je trouve toujours dommage. Puis parce que ça donne beaucoup de liberté aux acteurs aussi, et dans la relation entre les acteurs et les spectateurs, l'acteur va incarner le personnage d'une certaine façon, et chaque spectateur peut le ressentir d'une façon un peu différente, sans avoir une grille de lecture qui fait que ah oui, il est comme ça parce que ça. C'est tout à fait juste, il n'a pas une approche psychologique des personnages, ce que je trouve très bien. Moi je trouve que c'est toujours plus intéressant d'être sur la dimension même de l'écriture, sans rentrer dans des explications psychologiques. Là il y a... Après ça ne veut pas dire que les personnages n'ont pas une consistance humaine, mais c'est plus un trajet au fond, un mouvement comme ça dans leur vie, et chacun ayant le sien, entre Jennifer, Swan, même Jean-Quentin Châtelain, c'est-à-dire tous les personnages vont arriver, c'est une espèce d'entité qui traverse l'histoire, mais on n'a pas besoin de tout. Moi je trouve ça vachement bien, c'est vrai que ça donne une grande liberté. Et puis encore une fois, c'est le ton qui compte. C'est comme la fin, qu'est-ce qui va se passer, on sait rien. Rétrospectivement, il n'y a que des évidences. Non, ça s'est fait assez naturellement. On a commencé par Swan et Jennifer, parce qu'on avait, on a commencé par Émergence, qui est une espèce de résidence d'auteur ou de réalisateur où on peut tourner des petits bouts des films. Et donc on avait commencé par un casting jeune. On avait commencé par chercher les jeunes parce que c'était a priori ceux qui étaient les moins connus, donc ça nous permettait de faire un petit bout d'essai avec eux. Et les deux sont... alors eux, quand on les a trouvés, on les a plus lâchés. Et Charles, oui, ça a été assez évident. Moi, je trouve. Ah, la question de plaisir et de jeu est très importante, ouais. Mais je suis très content parce que c'est quelque chose qui finit par transparaître beaucoup dans le jeu des acteurs, juste le plaisir de jouer, en fait. Ah ouais ? Qui est le plaisir de jouer... Mais ouais. Bah non. Mais vous êtes des acteurs incroyables, alors même qu'il y a eu une ambiance déplorable sur le plateau. Non, ça c'est pas vrai. Non, il y avait une ambiance merveilleuse. C'est vrai. C'est important, je pense. Bah oui, c'est-à-dire, justement, en plus cet humour est tout à fait délicat, donc il faut que ça pétille un peu dans les yeux pour ça, il faut que l'équipe soit heureuse, que les acteurs aient envie comprennent cet humour-là, et envie de le partager, d'abord avec l'équipe et puis avec le public, c'est important. Alors ça, moi, d'abord, c'est jamais seulement un rôle qui m'intéresse, c'est l'ensemble des paramètres où je vais me retrouver. Le langage, le cinéaste qui va le faire, la confiance que je peux avoir. Et ensuite, ce qui m'a plu beaucoup, c'est justement le rapport de ce kidam, de ce policier qui n'a pas une carrière absolument fulgurante. Donc je trouve ça intéressant de raconter un peu cet homme qui se vit un peu comme un échec. Mais ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est son rapport justement son non-rapport à l'art. Donc j'aimais bien l'idée d'interpréter un type qui n'avait aucune raison d'être ouvert au monde de l'art, de la culture. Parce que moi-même, je dirige deux théâtres à Toulon et je suis toujours confronté à cette problématique où on se dit, alors qu'on est soi-même, on est passionné par ces questions artistiques, on se dit comment ça se fait que tant de gens restent imperméables. D'ailleurs, notre travail, c'est de les y inviter et parfois même de les convaincre. En tout cas, pour moi, depuis mon plus jeune âge, l'art, la culture, la lecture a toujours été quelque chose qui m'a sauvé la vie. Donc je ne vois pas ça comme un luxe gentil, mais je vois ça comme une nécessité absolue, pas comme une religion, mais enfin précisément, c'est tout à fait à même de remplacer cette spiritualité-là. Donc déjà ça m'intéressait beaucoup. Après j'ai trouvé que le ton de Lucas dans son scénario et ensuite quand on l'a tourné était très original, très singulier, il lui ressemblait beaucoup. Donc ça me fait confiance quand les gens au fond dans la pratique de leur art s'impliquent personnellement, se dévoilent, se révèlent. C'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas une recette. Donc j'ai tout de suite senti un film artisanal dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui avait envie de suivre son chemin. En plus, il avait écrit un livre qui s'appelle Les Lacets Rouges, donc
Tout à fait. Les lacets rouges. Les lacets rouges, tu vois, je me souviens du titre, que j'ai lu et j'aimais beaucoup cet univers où il développe un truc qui est à la fois dans le polar, mais en même temps où il s'attache à des personnages et comme je le disais tout à l'heure, où je pense inconsciemment, il a écrit quelque chose qui raconte cette chose qui me bouleverse dans le scénario, enfin qui me plaît beaucoup, c'est ce rapport il y a les deux héros masculins en tout cas, et la fille est un peu aussi comme ça d'ailleurs, mais ils ont un désir de ne pas intégrer la société, de ne pas rentrer dans la norme, l'un qui l'a vécu toute sa vie et l'autre même familial qui ne fait pas rêver. À l'heure des Gilets jaunes, je trouve ça intéressant, moi. Mais moi je trouvais ça tout à fait... Enfin ça c'est venu assez naturellement parce que comme il y a un personnage de policier qui passe par toutes les portes, parce que la fonction de policier dans le cinéma en tout cas permet d'aller partout, d'ouvrir les portes, bonjour monsieur c'est la police, hop on peut rentrer, et avec un personnage de voleur qui lui passe par toutes les fenêtres, ça permettait véritablement de visiter Paris en diagonale si j'ose dire, ou en coupe. Et de voir tout ce qui cohabite d'une rue à l'autre, d'un grand appartement à des combles et des chambres de bonne. Et ça, moi, je trouvais ça moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais Godard, il filmait beaucoup les rues. Vivre sa vie, je l'ai beaucoup revu ces derniers temps. Ouais. C'est quoi, tu dis? Mais il filme les gens dans la rue, Godard. Ah oui, tout le temps. Ça, dans Une femme est une femme, et dans Vivre sa vie aussi. Quand elle fait le tapin, forcément. C'est devenu très compliqué de filmer les gens dans la rue maintenant. Oui. À votre souffle, c'est leur quand même. De toute façon, c'est la patte vraiment majeure de la nouvelle vague. Hein. On sort des studios. Et les tableaux qui sont montrés par le peintre dans son atelier, qui sont véritablement les... Jean-Quentin Châtelain. Voilà, n'est-ce pas? Ce sont vraiment les tableaux qui étaient là dès le début parce que c'est un peintre que je connais. Et donc moi ce qui m'intéressait particulièrement sur ces tableaux-là, c'est que ce sont des tableaux qui sont manifestement faits par quelqu'un qui sait peindre, qui a un vrai talent et une vraie compétence, et qui du coup interpelle véritablement le goût du public. Est-ce que le public trouve ça beau ou pas beau? Et ça appartient à chacun. Est-ce qu'on trouve ça abominable ou est-ce qu'on trouve ça merveilleux? La facture est forte, on est d'accord, mais il a choisi exprès ces tableaux pour qu'on se dise est-ce que je déteste ou est-ce que j'aime beaucoup? C'est un peu ça. Ça, tu le racontes très bien. Moi, je trouve... C'est tout à fait intéressant. En tout cas, moi, le tableau de la petite fille en rouge sur la neige, c'est un tableau que je connais depuis que je suis tout petit. Parce que j'étais assez déstabilisé par ce tableau quand j'avais 12 ans et peu à peu, je l'aime.